Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier la gestion des ressources associées à un processeur. La gestion de ces ressources est généralement effectuée par différents services du système d'exploitation. C'est ces différents services que nous allons étudier en détail à partir de maintenant. Dans une vidéo précédente, nous avons vu que dans les systèmes multitâches, les tâches s'exécutent de manière asynchrone et concurrente. Il existe un service particulier dans la plupart des systèmes d'exploitation qui permet de gérer l'interaction entre les tâches. Dans ce cours, nous allons nous intéresser à deux types d'interactions en particulier. Le premier type est ce qu'on appelle la synchronisation, c'est-à-dire l'ordre d'exécution des tâches au cours du temps. L'autre interaction est la communication entre les tâches. Dans ce dernier type d'interaction, les tâches vont pouvoir s'échanger des informations sous forme de données. Par exemple, une tâche va pouvoir effectuer un calcul et fournir le résultat à une autre tâche pour un affichage sur un écran. Les interactions entre les tâches interviennent principalement dans trois cas. Le cas le plus simple est le cas où les tâches sont indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire que l'exécution d'une tâche n'est pas conditionnée par l'exécution d'une autre tâche. Le second cas se trouve lorsque des tâches ont accès à des ressources communes. Dans ce cas, il peut y avoir un conflit d'accès à ces ressources qu'il faudra prendre en compte et le gérer de manière particulière. Le troisième cas est lorsqu'une tâche est liée à une autre ou à plusieurs autres sans forcément partager des ressources communes. Il y a dans ce cas ce qu'on appelle un lien de dépendance entre les différentes tâches et ce lien impose un ordre d'exécution entre ces différentes tâches. Ceci impose là aussi de mettre en place des mécanismes spécifiques. Mais intéressons-nous maintenant à ce qu'est une ressource. En fait, il existe deux types de ressources. Des ressources dites matérielles. Il peut s'agir par exemple d'un registre, d'un écran, d'une liaison série, ou de tout type de matériel pouvant être accessible par différentes tâches simultanément. À côté de ça, il existe des ressources logicielles, comme des fichiers, des zones mémoire comme des buffers, des piles, etc. Nous verrons dans le cadre de ce cours que d'un point de vue du système d'exploitation, ces ressources seront logées à la même enseigne. Une notion importante dans le cadre des ressources partagées est la notion de capacité d'une ressource. On dit qu'une ressource a une capacité n si n tâches peuvent accéder à cette ressource simultanément. Par exemple, si un écran a une capacité de 3, cela signifie que 3 tâches pourront accéder à ce périphérique en même temps. Un cas particulier est rencontré lorsque n vaut 1. Dans ce cas, on parle de ressources critiques. Seulement une tâche peut accéder à cette ressource à un instant donné. Le premier cas le plus simple, que nous avons déjà évoqué, est lorsque les tâches sont indépendantes les unes des autres. Dans ce cas, les tâches ne partagent pas de ressources. Chacune des tâches peut avoir sa ressource qui lui est propre. Il n'y a donc pas d'interaction entre les différentes tâches et pas de dépendance. Il n'existe pas non plus de contrainte sur l'ordre d'exécution de ces tâches. C'est-à-dire que l'on n'impose pas à une tâche particulière de s'exécuter obligatoirement après une ou plusieurs autres tâches par exemple. C'est le cas le plus simple parce qu'il n'y a pas de conflit à résoudre. Il n'y a pas de mécanisme particulier à mettre en œuvre. Le deuxième cas est rencontré lorsque deux ou plusieurs tâches accèdent à la même ressource partagée. Dans ce cas, il y a un conflit potentiel d'accès à cette ressource lorsque deux tâches vont essayer d'accéder simultanément à cette ressource. Par exemple, nous pouvons imaginer un cas où une tâche est en train d'envoyer des données dans une zone mémoire particulière et qu'en même temps, une seconde tâche envoie également des données dans cette zone mémoire. Dans ce cas, la ressource logicielle est partagée et une tâche va pouvoir écraser les données stockées par l'autre tâche, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques si aucun mécanisme n'est mis en œuvre pour assurer la protection de cette ressource. Le dernier cas est rencontré lorsque l'ordre d'exécution des tâches est imposé.
Par exemple, une tâche T2 a besoin du résultat d'exécution d'une tâche T1 pour effectuer son traitement. La tâche T1 peut lire des données qui proviennent d'un capteur, stocker ces données dans une zone mémoire, et une tâche T2, par exemple, peut ensuite lire dans cette mémoire les données pour les afficher sur un écran ou effectuer un calcul particulier. Nous voyons bien ici qu'il y a une forte dépendance entre T1 et T2. Si la tâche chargée d'afficher les résultats est exécutée avant la tâche qui effectue la collecte des données ou les calculs, il peut y avoir une incohérence dans les résultats. La diapositive suivante illustre le problème qu'il faut se poser lors d'un partage de ressources. Imaginons deux tâches, comme vous le voyez sur la figure, qui essaient d'accéder simultanément à un périphérique de type port-série. La première tâche va envoyer sur le port-série la chaîne de caractères je suis la tâche 1 par exemple, et la seconde tâche consiste, elle, à envoyer sur le port-série la chaîne de caractères je suis la tâche 2. Si on regarde à ce moment ce que l'on reçoit sur le port-série, on peut avoir des choses curieuses comme la chaîne de caractères là, que vous voyez affichée à l'écran ici, qui est en fait le résultat du conflit entre les tâches T1 et T2. Il va donc falloir imaginer des mécanismes qui protègent ce port-série et assurer son accès par une tâche unique, c'est-à-dire empêcher pendant un certain temps l'autre tâche d'accéder à cette même ressource. Voyons un autre exemple typique d'un partage de ressources et du problème qu'il peut soulever. Imaginons dans un premier temps une simple fonction que l'on appelle ici swap, qui a pour but de permuter la valeur de ces deux arguments, en l'occurrence ici x et y. Par exemple, si l'on appelle la fonction swap et qu'on lui donne deux valeurs val1 et val2, alors x aura la valeur val1, y aura la valeur val2, et à la fin de l'exécution de la fonction swap, x possédera du coup la valeur val2 et y possédera la valeur val1. Donc ceci est un problème très classique en informatique et ça fait intervenir généralement une troisième variable qu'on appelle ici temp. Temp est ici une variable globale. Dans un premier temps, temp recopie la valeur de x, ensuite x prend la valeur de y, et finalement y recopiera la valeur de temp de manière à effectuer la permutation. Imaginons maintenant qu'il existe deux tâches, T1 et T2, une tâche ayant une priorité faible et une tâche ayant une priorité ici plus haute à droite. Donc ces deux fonctions ont sensiblement le même code, elles font appel chacune de leur côté à la fonction swap. La tâche de plus faible priorité, donc à gauche, exécute son code dans une boucle infinie. Ce code fait intervenir deux variables locales x et y, et la tâche fait ensuite appel à la fonction swap de manière à permuter les valeurs de x et y. Dans l'exemple de la tâche à gauche, on a x qui vaut 1 et y qui vaut 2. Donc à la fin de cette tâche, nous souhaiterions donc avoir y vaut 1 et x vaut 2, si tout se passait correctement. De la même façon, la tâche à droite, donc de plus haute priorité, fait intervenir deux variables locales, mais cette fois-ci z et t, avec z qui est égal à 3 et t qui est égal à 4. À l'issue de l'exécution de cette tâche et de la fonction swap, on souhaiterait donc avoir t prend la valeur 3 et z prend la valeur 4. Notons également l'intervention de la variable globale temp, ici en rouge, qui est commune aux deux tâches. Imaginons dans un premier temps que la tâche de plus haute priorité ne soit pas disponible tout de suite et qu'on commence par exécuter la tâche de plus faible priorité. X prendra donc la valeur 1 et Y prendra la valeur 2. La tâche fera appel à la fonction swap en lui fournissant les valeurs de 1 et 2 en argument. La
première instruction de la fonction swap recopiera la valeur de x, c'est-à-dire 1, dans la variable temp. Imaginons maintenant qu'à cet instant précis, une tâche de plus haute priorité apparaisse en provoquant une interruption. Bon, l'ordonnanceur du système d'exploitation peut décider d'exécuter cette tâche de plus haute priorité. C'est généralement ce qu'il fera. Dans ce cas, il y aura une préemption de la tâche de plus faible priorité. La tâche de plus haute priorité va donc s'exécuter, et dans cette tâche, z égale 3 et t égale 4, je vous le rappelle. Comme pour la tâche précédente, la fonction swap va être appelée en fournissant en argument les variables z et t, et la variable temp va donc prendre la valeur de z, c'est-à-dire 3, et l'exécution va se poursuivre jusqu'à la fin de la fonction où t prendra la valeur de temp, c'est-à-dire 3. À l'issue de l'exécution de la tâche de plus haute priorité, la valeur de z vaudra donc 4 et la valeur de t vaudra 3, ce qui est conforme à ce que nous souhaitons obtenir, du moins pour cette tâche. Le problème va se poser lorsque la tâche de plus haute priorité finit son exécution et que le système d'exploitation rendra la main à la tâche de plus faible priorité. Dans ce cas, nous voyons bien que le problème qui va se poser est le fait que temp, maintenant, ait changé de valeur. En effet, dans la tâche de plus faible priorité, temp valait initialement 1. Maintenant, la valeur de temp vaut 3, ce qui va venir perturber l'exécution de la tâche de plus faible priorité et fausser, du coup, complètement son exécution. Donc, le résultat de la tâche de plus faible priorité sera que x vaut 2 et que y vaut maintenant 3 et pas 1 comme escompté. Donc vous imaginez bien que ce comportement peut être dramatique dans certains cas. Maintenant, intéressons-nous à deux définitions importantes dans le cadre du partage des ressources. La première définition est la définition d'un code réentrant. Un code réentrant, c'est un code qui peut être accessible par plusieurs tâches simultanément. C'est-à-dire que ce code n'a pas besoin d'avoir des mécanismes particuliers pour la gestion des conflits. Par conséquent, ce code n'est pas vu comme une ressource partagée. En revanche, bien entendu, un code non réentrant sera quant à lui vu comme une ressource partagée. L'exemple que nous avons vu dans la diapo précédente était du coup typiquement l'illustration d'un code non réentrant à cause de l'utilisation de la variable globale temp qui était partagée entre les deux tâches. La seconde définition porte sur la notion de section critique. Alors une section critique, c'est un morceau de code qui va manipuler des ressources communes. Comme nous l'avons déjà dit, ces ressources peuvent être logicielles ou matérielles, par exemple des variables, des périphériques ou autre chose. D'un point de vue programmeur, une tâche peut être vue de la façon suivante, c'est-à-dire qu'elle possède en gros une succession de deux types de sections. Donc une section dite principale, où il n'y a pas de partage de ressources, et qui ne pose aucun problème en termes de conflit d'accès à ces ressources, et une section dite critique, qu'il faudra traiter particulièrement. Du reste, il peut y avoir plusieurs sections principales et plusieurs sections critiques dans le code d'une tâche. Une autre notion importante, c'est la notion d'exclusion mutuelle. L'exclusion mutuelle permet d'éviter le partage de ressources à un instant donné. On dit que des tâches sont mutuellement exclusives sur une ressource. Alors un exemple souvent rencontré dans la littérature, c'est l'exemple de plusieurs trains qui partagent les mêmes rails pour circuler d'une ville à une autre, et ceci dans les deux sens. On dit que ces trains sont en exclusion mutuelle sur la ressource rail, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir à un instant donné deux trains qui circulent sur les mêmes rails. Donc les conditions de respect de cette exclusion mutuelle sont les suivantes. Il faut que deux tâches ne puissent pas être simultanément exécutées dans leur section critique. Une autre condition est qu'une tâche exécutant du code en dehors de sa section critique ne peut pas bloquer une autre tâche.
Et la dernière condition est qu'aucune tâche ne peut attendre de manière infinie avant d'entrer dans sa section critique, ce qui correspondrait, là encore, à un type de blocage. L'exclusion mutuelle suppose qu'une tâche sera en possession d'une ressource donnée pendant un certain temps qu'on a nommé ici T critique. Ce temps T critique correspond donc au temps d'exécution de la tâche dans sa section critique. Pour rappel, durant la section critique de la tâche, la préemption est interdite. C'est-à-dire qu'une tâche ne peut pas être interrompue par une autre tâche lorsqu'elle est en train de s'exécuter. La figure que vous voyez ici illustre le fonctionnement du partage des ressources et de l'exclusion mutuelle. Nous voyons ici deux tâches ou deux process, qu'on a appelés ici process A et process B. Dans un premier temps, le process A est exécuté et entre dans sa section critique, en T égale T1, pour obtenir une ressource par exemple. À T égale T2, le process B tente de rentrer dans sa section critique. Alors il est automatiquement bloqué car les deux tâches ne peuvent pas être dans leur section critique simultanément. B se retrouve donc bloqué. Une fois que le process A a quitté sa section critique, en T égale 3, T3, alors le process peut entrer dans sa section critique, le process B, peut entrer dans sa section critique de manière à accéder à la ressource partagée, et là, il n'y aura aucun conflit. Le process B sortira de sa région critique, ici, en T égale T4. Alors, quels sont les mécanismes qui vont permettre de gérer cette exclusion mutuelle ? Il existe différentes solutions qui doivent toutes avoir les propriétés suivantes. Dans un premier temps, une solution doit impérativement éviter le blocage des tâches, c'est-à-dire qu'une tâche empêche, en accédant à une ressource, le déroulement d'une ou d'autres tâches. Une solution doit également éviter qu'une tâche se retrouve dans un état de famine, c'est-à-dire qu'elle ne puisse plus accéder à aucune ressource, ces ressources étant bloquées, elles aussi, par d'autres tâches. Il existe 3 types de solutions pour gérer l'exclusion mutuelle. Le premier type de solution, c'est une solution matérielle, donc qui dépend de l'architecture du processeur. La seconde solution est basée sur des mécanismes logiciels. Et la dernière solution repose sur d'autres mécanismes, comme des mécanismes de synchronisation basés par exemple sur des sémaphores ou des mutex que nous étudierons dans une autre vidéo. Cette dernière solution peut être mise en œuvre en logiciel ou en matériel. Dans un premier temps, nous allons étudier les mécanismes matériels permettant de résoudre le problème de partage de ressources en exclusion mutuelle. Un premier point peut consister à désactiver les interruptions. Le principe derrière la désactivation des interruptions est que cela va empêcher les routines d'interruption de s'exécuter et donc empêcher une tâche particulière d'être préemptée. Si les interruptions sont désactivées, alors l'ordonnanceur ne sera jamais appelé pour choisir une autre tâche à exécuter et donc la préemption sera bien entendu impossible. Ceci est relativement facile à faire puisque l'autorisation des interruptions se fait à travers le positionnement d'un bit en général, d'un bit particulier dans le registre gérant les interruptions. L'avantage de cette solution est sa facilité de mise en œuvre. En revanche, les inconvénients sont multiples. Dans un premier temps, si la section critique d'une tâche est très longue, alors il va se poser un problème au niveau du temps. En fait, l'interruption périodique générée par le timer ne sera plus prise en compte. C'est cette interruption périodique qui est l'essence même de la gestion du temps dans un système d'exploitation. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, nous le verrons un petit peu plus tard dans une autre vidéo, mais en fait, cette interruption périodique permet d'incrémenter un timer, un compteur, qui va compter le nombre de cycles d'exécution et garder ainsi une trace du temps d'exécution des tâches.
Si cette interruption n'est pas prise en compte, le calcul du temps ne sera pas mis à jour et une dérive du temps, une dérive temporelle sera à déplorer. Un autre inconvénient relatif à la désactivation des interruptions est si une tâche se termine pour une raison X ou Y, alors qu'elle se trouve dans sa section critique. Dans ce cas, il sera impossible de sélectionner une autre tâche pour s'exécuter, et le système se retrouvera dans un état instable, et pire, il peut être complètement bloqué. Donc, un dernier inconvénient est que ce mécanisme ne marche pas dans un système basé sur plusieurs processeurs, un système ou multicœur, car les interruptions ne sont pas gérées en général par le même processeur. Il faudrait avoir des mécanismes de gestion globale de ces interruptions au niveau de plusieurs processeurs, ce qui ne se fait pas très facilement. Une autre solution que l'on rencontre assez fréquemment dans les processeurs est la notion de verrou, mise en œuvre dans des instructions spécifiques et atomiques. Atomiques signifiant ici qu'elles ne peuvent pas être interrompues lors de leur exécution. À titre d'exemple, il existe dans la plupart des processeurs un mécanisme nommé Test and Set, TAS, dont le pseudocode est représenté ici sur la diapositive. Le Test and Set consiste à prendre en argument deux paramètres. Dans un premier temps, le second paramètre est recopié dans le premier. Vous voyez, B est recopié dans A. Ensuite, le second paramètre prend la valeur 1 dans cet exemple. Donc là, ici, c'est B qui prendra la valeur 1. Il faut bien comprendre qu'il s'agit ici d'un pseudocode, d'accord, et que cette fonction est réalisée en fait par une seule instruction du processeur qui ne peut pas être interrompue. Pour illustrer le fonctionnement de ce test and set, on part du principe qu'il existe une variable commune, lock, initialisée à 0 et qui est partagée entre les différentes tâches. D'autre part, il existe une variable locale à chaque tâche que nous avons appelée ici testi. L'idée derrière cette solution est qu'en fait, la variable lock va prendre la valeur 1 lorsque la tâche est dans sa section critique et elle va prendre la valeur 0 lorsqu'elle n'est plus dans sa section critique. Une section critique peut donc être protégée par la mise en œuvre de cette instruction test and set, comme nous le voyons sur cet exemple. Une tâche task, ici, exécute dans un premier temps la fonction TAS, ou l'instruction TAS, en fournissant en argument l'adresse de la variable locale testi, d'une part, et l'adresse du verrou, d'autre part. Notez que ce verrou a été préalablement initialisé à 0. Je vous rappelle ici que le fait de passer une variable, comme ici par adresse, ça permet de modifier le contenu de cette variable. J'ai pris soin également de rappeler le contenu de la fonction TAS à droite de la diapo. Le code exécuté dans la section critique est positionné après le mécanisme de protection que nous allons détailler maintenant, et il est présent dans la zone rouge de la tâche avant l'instruction lock égale 0. Alors commençons à regarder ce qui se passe si deux tâches, task 1 et task 2, exécutent exactement le même code et partagent une même section critique. Dans un premier temps, nous partons du principe que les deux tâches se trouvent dans l'état ready ou prêtes à être exécutées, ici. Notons également que la variable lock de type int est initialisée à 0. C'est une variable globale, donc vue par les deux tâches. Supposons maintenant que l'ordonnanceur ait choisi la tâche task 1 pour occuper les ressources processeurs. Donc elle va placer task 1 dans l'état running et commencer à exécuter le code de cette tâche. La première instruction de cette tâche, c'est l'instruction TAS, test and set, qui a pour objectif de recopier la valeur de lock dans la variable locale testi et de mettre la valeur de lock à 1. Donc à l'issue de l'exécution
de cette instruction, la valeur de testi va donc être égale à 0 et lock va donc être égal à 1. La boucle while suivante va consister à tester la valeur de testi, et tant que cette variable sera égale à 1, nous rentrerons dans le corps de la boucle qui consiste à exécuter à nouveau la fonction test_and_set en lui fournissant exactement les mêmes arguments. Dans notre cas, comme testi est égal à 0, ici nous ne rentrons pas dans la boucle while, mais continuons à exécuter le code, c'est-à-dire le code qui se situe dans la section critique. C'est le code task 1 ici que j'ai mis en rouge. D'accord ? Donc on n'exécute pas le while, on exécute simplement le code task 1. Maintenant, supposons que l'ordonnanceur choisisse d'exécuter une autre tâche pendant que la tâche task 1 s'exécute. Dans ce cas, task 1 va retourner dans l'état ready. C'est maintenant task 2 qui va passer dans l'état running et donc exécuter ces lignes de code. Cette tâche task 2 va également faire appel à la fonction test_and_set en lui fournissant de la même façon la variable locale testi en argument ainsi que la variable lock. L'objectif de l'instruction TAS là, c'est toujours de recopier la valeur de lock dans testi et ensuite de positionner la valeur de lock à 1. À la fin de l'exécution de la fonction test_and_set, testi vaudra donc 1 et lock vaudra également 1. Maintenant que testi égale 1, là on va rentrer dans la boucle while, cette fois-ci, et continuer à exécuter la fonction test_and_set en lui fournissant exactement les mêmes arguments, ce qui aura pour conséquence d'attendre tant que la valeur de testi est égale à 1, ou encore que la valeur de lock est égale à 1. Donc tant que lock vaudra 1, on recopiera sa valeur dans testi et on ne pourra jamais sortir de la boucle. La seule façon de sortir de la boucle sera quand la tâche T1 sera à nouveau choisie par l'ordonnanceur et quand elle aura fini d'exécuter sa section critique. En effet, à la fin de la section critique, elle positionnera la valeur de lock à 0. Dans ce cas-là, la tâche task 2 pourra sortir de la boucle while et commencer à exécuter sa section critique. Par conséquent, avec ce mécanisme-là, il est tout à fait possible de gérer l'accès à une section critique partagée. J'insiste bien sur le fait que pour que tout ceci fonctionne correctement, il faut que l'exécution de la fonction test_and_set se fasse de manière atomique, c'est-à-dire qu'elle ne puisse pas être interrompue lors de son traitement. Finalement, le mécanisme que nous souhaitons mettre en œuvre est basé sur les verrous. Et il consiste simplement à protéger la section critique entre l'obtention d'un verrou, ici, et sa restitution. Avant d'entrer dans la section critique, une tâche devra prendre le verrou, qui ne pourra pas être pris par une autre tâche durant toute l'exécution de cette section critique. À la fin de sa section critique, la tâche pourra restituer le verrou de manière à le fournir à une autre tâche qui a besoin d'accéder elle aussi à sa section critique. Un des inconvénients de ce type d'approche est qu'il est très difficile d'évaluer le temps d'attente ou le temps de blocage d'une tâche qui demande d'entrer dans sa section critique. Un autre inconvénient qui est majeur est en fait l'inconvénient de la technique du polling en anglais ou scrutation en français, c'est-à-dire qu'il consiste à évaluer continuellement le contenu d'une variable dans une boucle, par exemple une boucle while. Ça va avoir pour conséquence d'occuper le bus à chaque itération de la boucle et donc d'occuper les ressources processeurs inutilement. Une autre solution permettant de pallier le problème du partage des ressources et de la gestion de l'exclusion mutuelle est une solution logicielle basée sur le verrouillage de l'ordonnanceur. Ce mécanisme consiste simplement à bloquer l'ordonnanceur afin d'éviter que ce dernier puisse choisir une nouvelle tâche à exécuter et donc finalement interdire la préemption. Notez néanmoins que dans ce cas, les interruptions sont toujours autorisées.
La plupart des systèmes d'exploitation aujourd'hui mettent en œuvre ce type de solution logicielle en proposant deux types de primitives, généralement appelées lock et unlock, pour respectivement verrouiller et déverrouiller l'ordonnanceur. Notez que le fait d'utiliser régulièrement cette opération de verrouillage-déverrouillage de l'ordonnanceur réduit considérablement l'intérêt d'utiliser un système d'exploitation, car on se passe finalement du service d'ordonnancement, qui fait partie intégrante de ce système et qui a un rôle primordial dans l'exécution des tâches. Notez également que l'opération de déverrouillage fait systématiquement appel à l'ordonnanceur de manière à choisir une nouvelle tâche à exécuter. Donc voilà pour les mécanismes principaux que l'on trouve dans les systèmes d'exploitation pour gérer le partage des ressources. Il en existe beaucoup, très différents, et je vous invite à consulter la littérature si vous souhaitez plus de détails sur les différents mécanismes. Certains mécanismes sortent complètement du cadre de ce cours et je ne veux pas trop rentrer dans les détails ici. L'idée est simplement de vous sensibiliser au fait que des mécanismes doivent être proposés pour résoudre ce problème du partage des ressources, qui est un problème que l'on rencontre fréquemment dans les systèmes d'exploitation, et notamment les systèmes d'exploitation embarqués et temps réel. Dans une prochaine vidéo, nous étudierons les mécanismes de synchronisation qui peuvent, là aussi, résoudre indirectement le problème du partage des ressources. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.